Alors, je vais vous présenter le contenu de la session et bien sûr vous présenter les panélistes et si la régie veut bien m'envoyer les images, s'il vous plaît. La régie, si vous pouvez m'envoyer mes images, je vous en serai reconnaissant. Merci. Donc, le ministère de la Santé du Togo, l'OMS Région Afrique et la Fondation Brazzaville vous accueillent ce soir pour évoquer la lutte contre les médicaments qui tuent, c'est comme cela que nous avons osé les appeler, pour discuter de l'approche collaborative et intégrée dont a parlé hier le président de la République, vous vous en souvenez, dans un appel vibrant à la réunion de l'ensemble de tous ceux qui peuvent aider à résoudre le problème. Parmi les panélistes ce soir, on ne présente plus le docteur Tedros, le directeur général, qui donnera des remarques introductives, le ministre de la Santé de la République du Togo, le professeur Mijiyawa, et nous aurons également donc 3 discussions que je vais vous présenter dans un instant, au cours desquelles vont intervenir Monsieur Joseph Kaboré, directeur pour la gestion des programmes au Bureau régional Afrique, qui vient substituer Madame la directrice régionale qui a dû partir à un autre événement qui normalement devrait nous rejoindre d'ici la fin. Et puis nous aurons aussi dans cette première discussion sur la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique le plaisir d'entendre Madame Mamesile Agba Assi, qui est la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins du Togo. Nous entrerons ensuite dans une deuxième discussion qui nous permettra de comprendre quels sont les leviers d'action pour lutter contre le trafic des faux médicaments. Et donc, nous entendrons à nouveau quelques-uns des interlocuteurs que je viens de citer, et certains hauts fonctionnaires de la République du Togo, notamment de la répression des drogues, et qui sont avec nous dans la salle, interviendront pour parler notamment de la coordination interministérielle. Et enfin, nous entrerons dans une troisième discussion qui nous permettra de parler du renforcement du cadre normatif et de l'harmonisation de ce cadre normatif avec 2 sujets importants, la mise en œuvre de la loi type pharmaceutique de l'Union africaine, qui a déjà été adoptée par certains pays, et enfin, la mise en œuvre de l'Agence africaine du médicament. Et pour parler de ces 2 sujets, nous accueillerons Madame Minata Samate Sessouma, qui est commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine, et Monsieur Daniel Ngamsdije, ministre de la Santé de la République du Rwanda. Comme vous le savez, le Rwanda va accueillir l'Agence africaine du médicament. Sans tarder, je donne la parole à Monsieur le ministre de la Santé, qui va vous adresser quelques mots de bienvenue. Merci, cher ami. Et Monsieur le directeur général de l'OMS et chers frères, Madame la commissaire aux affaires sociales et à la santé de l'Union africaine, Monsieur le docteur Kaboré, Madame la ministre déléguée chargée de l'accès universel au sein, Monsieur le ministre de la Santé du Rwanda, chers collègues, chers frères, chères sœurs, un très grand merci à vous tous et à vous toutes d'avoir répondu présent à cette importante réunion et dont l'importance est en réalité liée au sujet dont nous allons débattre dans les minutes qui viennent. Et tout le monde sait le danger que représentent les médicaments falsifiés sur le plan sanitaire, sur le plan économique. Et le danger est d'autant plus grand que c'est intimement lié à la question de l'argent.
ça tue. Aujourd'hui, les chiffres qu'on a sont très inquiétants parce que ça tue peut-être plus que le paludisme aujourd'hui en Afrique. Ça tue d'autant plus que le réseau de faux médicaments est étroitement lié à d'autres réseaux mafieux. Et tout le monde sait aujourd'hui que le centre de gravité du terrorisme s'est déplacé du Proche-Orient pour venir en Afrique. Et ces différents dangers s'alimentent mutuellement. Et c'est compte tenu de tout ce que cela représente que le chef de l'État du Togo, en lien avec certains de ses collègues, ont dit qu'il y a nécessité de prendre le taureau par les cornes, et c'est ce qui a abouti à l'initiative de Lomé, ici même, le 18 janvier 2020. Et donc, tout le monde est d'accord pour dire qu'une action nationale, quelle qu'elle soit, est inefficace. Tout le monde est d'accord pour dire qu'au sein d'un même pays, un seul secteur ne peut pas s'en occuper, et c'est ce qui fait qu'il y a l'implication de tout ce qui relève des forces de défense, des forces de sécurité, le commerce, et l'administration territoriale, les affaires étrangères, tous les secteurs en réalité de la société sont concernés. Quand on prend même aujourd'hui le secteur scolaire, on est impressionné du nombre de plus en plus fréquent de nos enfants en lien avec la drogue. Donc voilà l'intensité, l'immensité, le caractère tentaculaire du problème. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la diversité des intervenants. Et tout à l'heure, mon ami Richard disait que nous avons fait appel à des experts qui ont leur quotidien consacré à la lutte contre la drogue, à la lutte contre le trafic de tout genre. Et donc, nous n'hésiterons pas à les faire intervenir pour éclairer le débat. Donc, je vous dis encore une fois, bienvenue. Et encore une fois, nous allons continuer dans le même style qu'hier, depuis le début de cette session du comité régional, c'est-à-dire, il n'y a pas de langue de bois. On ne résout pas un problème en refusant de le regarder en face. Et donc, je suis convaincu que les contributions des uns et des autres vont nous permettre d'aller de l'avant et d'être davantage utiles à nos populations. Bien évidemment, tout ceci se fait de façon concertée, harmonisée avec nos différents partenaires, la Fondation Brazzaville et l'Organisation mondiale de la santé, à qui j'adresse mes vifs remerciements. Merci à toutes, merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci de nous inviter surtout à éviter la langue de bois, ce que nous tâcherons de faire, bien évidemment, dans l'heure qui suit. I will now give the floor to Dr. Tedros, the Director General of... Je vais maintenant donner la parole au Dr. Tedros, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, pour son mot d'ouverture. Thank you, Director. Merci infiniment, Monsieur le directeur général Amalvi, notre hôte, Excellence, Monsieur le ministre Midjiyawa, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la commissaire, chers collègues, je remercie le gouvernement du Togo pour avoir accueilli cette manifestation importante et pour avoir pris l'initiative de s'attaquer à la menace que posent les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Je vous ai rejoint en janvier 2013, toujours dans le même cadre. Il faut dire que l'ampleur de ce problème et les dommages
qu'ils causent à la fois aux vies et aux économies sont immenses. Au mieux, ces médicaments ne parviennent pas à traiter ou à prévenir les maladies, gaspillant ainsi les ressources précieuses et exploitant les espoirs et les craintes de personnes vulnérables. Et au pire, ces médicaments tuent et attisent les flammes de la résistance aux médicaments, nous mettant tous en danger. D'après les estimations de l'OMS, plus d'un médicament sur 10 dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires est soit de qualité inférieure, soit falsifié. Nous estimons que les antibiotiques de qualité inférieure ou falsifiés utilisés pour traiter la pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans sont à l'origine de 72 000 à 169 000 décès chaque année. De même, on estime que les antipaludéens de mauvaise qualité sont à l'origine de 31 000 à 116 000 décès en Afrique subsaharienne chaque année. Parmi les autres exemples, nous pouvons citer les vaccins falsifiés contre le choléra, les médicaments contre la leucémie qui ne contiennent que du paracétamol et les médicaments défectueux contre le diabète qui provoquent des hypoglycémies chez les patients. Dans le même temps, d'après les estimations, les pays à revenus faibles ou intermédiaires dépensent chaque année plus de 30 milliards de dollars des États-Unis en médicaments de qualité inférieure ou falsifiés. Ce n'est pas seulement de l'argent public qui est gaspillé, mais aussi des produits qui causent du tort aux populations qu'ils sont censés aider. On peut trouver des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés sur les marchés illégaux, dans les rues, sur des sites web non réglementés et même dans les pharmacies, les cliniques et parfois des hôpitaux. Le système mondial de surveillance et de suivi de l'OMS, qui a été mis en place en 2013, a émis plus de 70 alertes mondiales à ce jour. Un grand nombre de ces alertes ont été émises en Afrique. L'année dernière seulement, nous avons émis 11 alertes, dont 5 pour des produits contre la COVID-19. Comment est-ce que les pays peuvent-ils prévenir, aider à répondre aux urgences de santé publique s'ils ne peuvent pas, s'il n'est pas possible de faire confiance à ces médicaments? Il y a plusieurs raisons qui expliquent la prolifération des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Tout d'abord, le manque d'accès à des médicaments efficaces et sûrs à un prix abordable oblige les personnes désespérées à acheter des médicaments auprès de sources peu fiables. Deuxièmement, l'absence de bonne gouvernance permet à la corruption de s'infiltrer dans les systèmes de santé et laisse des failles que les groupes criminels peuvent exploiter. Enfin, le manque de capacité technique compromet l'intégrité des chaînes d'approvisionnement et limite la capacité des pays à protéger la santé de leur population. Pour mettre fin au fléau des produits médicaux falsifiés de qualité inférieure, il faudrait travailler dans tous les secteurs, au niveau local, national et international, et collaborer étroitement avec le secteur privé. L'application de la loi par le biais d'une surveillance réglementaire exercée par des autorités nationales de réglementation matures et la coopération internationale sont indispensables pour stopper le flux de ces produits défectueux qui nuisent à la santé publique. La pandémie de COVID-19 souligne l'importance du partage des informations et de la collaboration au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales, y compris en ce qui concerne les fausses informations diffusées par les organisations criminelles. L'OMS s'emploie depuis de nombreuses années à lutter contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Avec ses États membres, l'OMS a élaboré une stratégie mondiale visant à prévenir, à détecter et à répondre aux produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Cette stratégie comprend 12 actions, 12 interventions allant de l'éducation au contrôle des frontières, en passant par l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement et les processus juridiques transparents. Elle est complétée par l'initiative de Lomé, dans laquelle les dirigeants africains se sont engagés à placer les médicaments falsifiés et de qualité inférieure
au premier rang des priorités politiques. Cela a été convenu au cours de la réunion tenue en 2020 dont je vous ai parlé tantôt. L'OMS travaille en étroite collaboration avec les pays d'Afrique pour renforcer les autorités réglementaires nationales et soutenir la production locale de produits médicaux de qualité afin de prévenir l'utilisation de médicaments falsifiés et de qualité inférieure. Le partage des données des autorités réglementaires nationales est essentiel à nos efforts conjoints pour mettre fin au commerce de ces produits illicites et dangereux. Nous devons changer l'état d'esprit courant selon lequel le signalement de ces mauvais produits médicaux a une incidence négative sur les pays. Nous ne pourrons pas mettre fin à ce problème si nous le cachons ou si nous faisons comme s'il n'existait pas. L'OMS aide ses États membres à changer ce paradigme, de sorte que les niveaux élevés de notification soient considérés non pas comme un échec, mais plutôt comme un indicateur d'une réponse efficace au problème. La Fondation de Brazzaville apporte une contribution importante à cet effort, notamment en auditant la législation existante relative aux produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Ces renseignements stratégiques éclaireront notre travail de promotion d'outils juridiques et d'intervention de santé publique appropriés. Comme vous le savez, l'OMS n'a pas pour mandat d'appliquer des sanctions pénales, mais nous nous félicitons de collaborer avec les institutions nationales qui peuvent engager des actions en justice contre les producteurs et les distributeurs de ces produits nuisibles. Avec la déclaration de Lomé et le travail que nous poursuivons aujourd'hui, les dirigeants africains ont envoyé un message clair. Ils entendent lutter contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés de manière agressive et urgente. Mais n'oubliez pas ceci, notre plus grand défi est de garantir l'accès des populations à des médicaments de qualité et abordables. Après tout, les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés n'existe que parce que l'accès à des médicaments de qualité et abordable n'existe pas. En prenant des mesures ciblées et concertées, nous pouvons supprimer les possibilités de commercialisation des médicaments non conformes aux normes et falsifiés. La nouvelle agence africaine des médicaments qui sera hébergée au Rwanda jouera un rôle essentiel dans cet effort. Je vous remercie tous une fois de plus pour votre attention et votre engagement face à cette grave menace pour la santé publique. Nos sœurs et nos frères sur ce continent ne méritent rien de moins que des produits médicaux de la plus haute qualité et c'est ce à quoi nous devons travailler. En travaillant ensemble, nous pouvons construire une Afrique plus saine. Au cours de la session précédente, j'aurais dû intervenir, mais je n'ai pas pu le faire parce que nous étions en retard. Il y a 3 éléments dont je comptais parler qui sont liés à cette session. Premièrement, comme vous le savez, nous avons cette structure qui constitue un gros investissement qui a été effectué. Cependant, afin de renforcer la production locale, nous devons améliorer la capacité de réglementation. Il ne s'agit pas seulement de l'Agence africaine des médicaments, mais nous devons renforcer les capacités nationales en matière de réglementation. Cela nous aidera à combattre ce fléau des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Je vous invite donc à soutenir l'Agence africaine des médicaments, également de vous engager à renforcer vos agences nationales de réglementation. L'OMS fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous accompagner, mais nous disposons déjà d'un appui, d'un soutien financier et technique qui pourra être mis à disposition. Nous accomplissons déjà des progrès avec certains pays.
Je peux citer le Ghana, la Tanzanie, le Nigeria. Nous travaillons avec d'autres pays. Nous allons œuvrer à renforcer les structures nationales de réglementation, ce qui nous aidera tous à combattre le fléau des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Je vous remercie et je nous souhaite à tous des délibérations fructueuses. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Je vais reprendre mes diapositives, si vous voulez bien, la régie. Alors, nous allons démarrer la première discussion sur la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Vous allez me permettre, au préalable, de vous dire ce qu'est l'initiative de Lomé. Le président de la République en a parlé hier. Monsieur le directeur général vient de le mentionner, le ministre tout à l'heure aussi. Ce sont 6 pays qui ont décidé de s'associer en janvier 2020. On vous a distribué, pour chacune des délégations, un petit dossier dans lequel vous retrouvez la plaquette qui se trouve actuellement à l'écran et qui décrit l'initiative de Lomé et qui va vous donner des informations sur la manière dont ces 6 pays s'organisent. Donc je ne vais pas revenir dessus, puisque vous avez tout cela dans les dossiers qui vous ont été remis. Nous allons simplement, pendant cette heure de discussion, aborder certains des sujets, et notamment reconnaître ensemble que finalement, comme le disait Monsieur le ministre, nous avons une analyse partagée. Cette analyse partagée, c'est qu'il y a un problème systémique qui embrasse non seulement un problème de santé publique, c'est-à-dire mettre à disposition des patients des médicaments de qualité à un prix abordable, mais nous avons affaire aussi à un problème d'état de droit. C'est la raison pour laquelle, en termes de réponse, nous parlons d'un cadre normatif qui permet notamment d'incriminer les criminels, mais aussi d'établir, nous le verrons dans un instant, des autorités nationales de régulation. Il est aussi une question de sécurité des États, puisque nous savons que ce trafic nourrit des réseaux criminels. Enfin, si on veut penser à la durabilité des plans nationaux de lutte contre les faux médicaments que vous pouvez mettre en œuvre, on peut réfléchir à cette problématique en termes d'économie de la santé. Donc on voit qu'il y a là une approche systémique à ce problème et nous allons bien sûr l'aborder. Donc première partie de la discussion, ça a été abordé lors de la session précédente, nous n'allons pas y revenir en profondeur, la question de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et notamment des effets de la corruption sur cette chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Comme le disait Monsieur le ministre tout à l'heure, si nous voulons régler un problème, il faut le nommer. Et ce que l'on voit sur cette chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, c'est qu'il y a partout des agents corrupteurs. Donc une des questions, c'est comment peut-on garantir l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique en réduisant l'action des agents corrupteurs. Et en cela, nous répondons à une question que le docteur Moiti, qui était ici aussi en janvier 2020 pour lancer l'initiative de Lomé, posait. Réduire la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Madame la ministre déléguée, vous êtes aussi directeur de la CAMEG. Vous allez nous dire ce qu'est la CAMEG. Que se passe-t-il au Togo et de quelle manière tentez-vous de réduire la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique? Merci beaucoup. La CAMEG Togo existe depuis 1998. Dans un cadre général qui concernait tout le... Peut-on monter le son de Madame la ministre, s'il vous plaît? La CAMEG Togo, ok, c'est bon, merci. Alors, c'est la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques du Togo, je pense, créée dans les années 98, à l'instar de beaucoup de pays francophones, et qui est actuellement membre de l'Association africaine des centrales d'achat. La plupart des centrales d'achat ont été créées dans nos pays francophones dans un contexte d'évaluation de francs CFA pour faire face à la question de l'approvisionnement, puisque c'était à une époque où
il manquait vraiment des produits essentiels de santé pour nos populations. Alors, le concept d'une centrale d'achat, quel que soit ce qu'elle achète, c'est de réunir les besoins, d'avoir un effet volume pour pouvoir acquérir au meilleur prix. Mais ce concept s'applique à du médicament, qui est un produit d'abord de santé publique. Il a été suffisamment répété. Nous avons besoin de médicaments de qualité à un coût abordable pour permettre à nos populations de se soigner. Et disons, le paradoxe sur le médicament, c'est que il est également soumis à la loi du marché, c'est un produit commercial. Et donc, est dépendant de la loi de l'offre et de la demande. Et donc, les deux volets qui conditionnent la disponibilité du médicament sont la quantité, parce qu'il faut des quantités intéressantes pour que vous puissiez obtenir une offre. Et il y a également le prix, donc qui joue également sur la disponibilité du produit. Nous sommes confrontés aujourd'hui à la difficulté d'avoir des sources fiables. Et dans le cadre de la Covid, par exemple, nous avons pu le voir, dès qu'il y a une demande forte sur un produit, ça attire automatiquement également l'appétit de tous ceux-là qui, à côté, cherchent les failles de nos systèmes pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations, même avec des médicaments falsifiés ou de qualité inférieure. Et donc, trouver des sources fiables, c'est mener tout un processus que nous dénommons la préqualification, donc préqualifier ou présélectionner des fournisseurs avant de mettre en avant le prix. Donc, s'assurer que ce qu'on va acheter, c'est de la qualité avant de mettre à concurrence pour avoir le meilleur prix. Et donc, dans toute cette dynamique, c'est beaucoup de temps pour étudier des dossiers techniques. Et monsieur le directeur général de l'OMS a mis le doigt là-dessus. Il y a un gros problème de capacité technique, d'insuffisance de ressources humaines pour porter ce travail-là. Et il se fait que dans nos pays, nos centrales d'achat, à travers le processus de présélection, notamment pour ce qui concerne les pays francophones, travaillent un peu en parallèle des directions de la pharmacie. Donc on a quelque part une duplication des efforts et il est important qu'on arrive à mettre ensemble aussi bien les centrales d'achat que les directions de la pharmacie pour que le processus d'homologation serve à nos centrales d'achat à mener des processus d'achat sécurisés, donc permettre d'obtenir des sources fiables. Le deuxième problème qui est lié à la loi du marché, je l'ai évoqué tout à l'heure, si les quantités que vous demandez sont insuffisantes et que malheureusement vous êtes sur un produit dit orphelin où il n'y a pas suffisamment de fournisseurs, vous n'avez pas de réponse quand vous faites un appel d'offres par exemple. Et donc parfois au Togo, nous avec disons la population que nous avons et les besoins sur certains produits qui sont assez petits, parfois on nous demande si nous sommes en train d'acheter pour juste un petit hôpital ou réellement pour un pays. Et donc cette problématique-là est là et beaucoup de fournisseurs rechignent à enregistrer, à homologuer leurs médicaments avant d'avoir eu un marché. Ils peuvent également avoir eu un marché, mais le montant du marché est trop faible par rapport au coût d'un enregistrement. Et donc, les centrales d'achat sont exposées à cette difficulté de pouvoir acheter des produits déjà enregistrés dans le pays, d'autant plus que, comme c'est sur un principe d'appel d'offres et que, quand je prends le cas du Togo, ce sont des appels d'offres annuels, les quantités ne sont pas suffisamment importantes, un fournisseur ne voit pas l'intérêt d'enregistrer un produit pour 5 ans si c'est peut-être pour gagner un marché une fois sur les 5 ans. Donc, toutes ces problématiques-là ont mené à ce qu'au sein de l'ACAM, l'Association africaine des centrales d'achat, les réflexions soient poussées pour mener des achats groupés. C'est même l'une des raisons pour lesquelles l'ACAM a été créée. Mais une contrainte est là et c'est d'abord la barrière de la réglementation. Chaque pays a sa souveraineté et donc applique ses règles de passation de marché en dehors de la réglementation pharmaceutique. Donc, c'est des barrières à franchir pour que nous puissions nous parler entre pays, que nous puissions grouper un certain nombre de besoins, notamment sur des produits prioritaires. On a pu le voir, par exemple,
avec le sida, la tuberculose et le paludisme, où les besoins des pays sont centralisés, ce qui permet de négocier de meilleurs prix, ce qui permet également de négocier de meilleurs plans d'approvisionnement. Pourquoi pas nos pays africains, qu'on puisse vraiment, au sein d'un cadre bien institutionnalisé et soutenu par nos États, que nous puissions arriver à ces achats groupés qui vont résoudre le problème de la disponibilité, mais également de sources fiables. Parce que une fois que vous avez préqualifié une source et que vous avez un dossier technique, et ça c'est l'une de nos limites parce que toute notre étude est documentaire, ben, maintenant allons à l'approvisionnement réel, c'est-à-dire vous placez une commande et vous êtes livré. À ce moment, vous avez aussi parfois de très mauvaises surprises. Le dossier technique sur le papier, il est correct, il est bon, mais à la livraison, vous vous retrouvez avec des produits qui ne respectent pas le cahier de charge. Vous avez des conditionnements qui sont mal faits, vous avez, si c'est par exemple des ampoules injectables mal remplies, vous vous retrouvez avec ces problèmes. Parfois, vous avez un produit qui est livré, qui est correct, mais quand vous envoyez en contrôle qualité au laboratoire, vous avez des surprises. Et donc, ce sont toutes ces difficultés-là auxquelles nous pouvons faire face à travers la collaboration interpays. L'OMS a mis à disposition des pays le MQAS, le système modèle d'assurance qualité pour les agences d'approvisionnement, qui nous aide beaucoup. L'OMS a également travaillé sur la préqualification des médicaments ou des intrants utilisés dans la lutte contre les maladies prioritaires. Mais aujourd'hui, pour nos États, avec cette nécessité de l'indépendance pharmaceutique, nous devons nous approprier tout cela et arriver à travers ces initiatives régionales à mettre en place des systèmes d'approvisionnement que nous maîtrisons de bout en bout. Madame la ministre, dans ce débat, on ne peut pas éviter le dialogue avec l'industrie pharmaceutique. Et une partie de la question, notamment dans certains pays, ou pour des groupes de pays, c'est de se poser la question de savoir si on peut implanter une industrie pharmaceutique pour répondre au raccourcissement de la chaîne d'approvisionnement et finalement créer aussi une chaîne de valeur industrielle de la pharmacie. Nous avons abordé cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Alors, depuis hier, j'entends parler de courage, de volonté politique, de leadership, sur la question de cette industrie pharmaceutique, de la production locale. C'est de ça qu'il est question. Le point de départ, c'est à quoi nos pays sont prêts à renoncer pour permettre à une industrie locale, à une industrie africaine de monter. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, le médicament est également un produit commercial et il faut un marché pour qu'il soit consommé. Et donc, cela signifie que nous devons être prêts à nous mettre d'accord, à renoncer à certaines prérogatives, à renoncer que chaque pays veuille avoir implanté sur son territoire une usine pharmaceutique ou des usines pharmaceutiques qui fabriquent tout, mais nous devons pouvoir nous entendre pour nous mettre d'accord sur une répartition des différents types de production qui peuvent exister pour permettre à ces industries-là de survivre. Madame la commissaire parlait tout à l'heure du fait que nous avons 400 usines pharmaceutiques implantées en Afrique pour à peu près 1,4 milliard d'habitants. Comment nous organisons pour permettre à ces industries-là de vivre, parce qu'elles sont là d'abord pour nous permettre, d'avoir accès à des médicaments de qualité à un prix abordable. C'est bien la question du courage. Je vous remercie, Madame la ministre. On est là effectivement dans le refus de la langue de bois. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Est-ce qu'il y a, parmi les délégations, des personnes qui ont envie d'apporter un témoignage ou de réagir? Dans un instant, si vous le voulez bien, je vais donner la parole au docteur Kaboré. Docteur, au niveau de l'OMS Région Afrique, donc, quels sont les outils aujourd'hui qui sont disponibles pour soutenir les pays dans cette question du traitement de la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement? Voilà, merci tout d'abord de m'inviter pour un sujet que je juge extrêmement important. Je pense que le DG l'a dit, son Excellence Monsieur le ministre également l'ont dit. Et dans le sujet, quand vous l'avez présenté, il s'agit de parler des médicaments qui tuent. Des médicaments, de la production des médicaments
la circulation, la vente et l'utilisation des médicaments qui, au lieu de protéger nos populations, au lieu de les guérir, ces médicaments contribuent plutôt à leur ôter la vie, d'une manière directe, et également d'une manière très pernicieuse. Nous savons qu'il n'existe pas de système de santé résilient, efficace, s'il n'y a pas de médicaments de qualité. Et ces médicaments falsifiés de faible qualité participent à réduire nos efforts dans la construction de systèmes de santé résilients et d'une manière indirecte contribuer encore à non seulement aggraver la situation sanitaire des populations, mais également à les tuer, comme cela a été dit dans le titre. Je vais passer rapidement sur les chiffres qui ont déjà été présentés par Dr Tedros en termes de vies perdues inutilement, mais également en termes d'impact économique. Mais dans le panel qui a précédé, je crois que la panéliste qui représentait la Banque africaine de développement a indiqué que 70% des médicaments en Afrique sont importés et les vaccins 99%. Donc Covid nous a montré que cela constitue un risque énorme, un risque très énorme. Il est temps justement que nous puissions agir non seulement au niveau local, mais également au niveau continental pour trouver les solutions idoines. Et le premier que je voudrais soulever en termes d'agir localement, c'est les autorités nationales de régulation. L'OMS apporte un appui pour le renforcement des capacités de ces structures qui sont dans les pays et qui n'ont pas encore une capacité suffisante dans la plupart des pays pour surveiller les marchés et stopper les médicaments de qualité, je pourrais dire, douteuse. Nous avons quelques pays que nous pourrons citer qui ont fait des progrès énormes. Parmi eux, nous avons le Ghana, le Nigeria, la Tanzanie, etc. Mais nous pensons qu'il est possible de faire plus par rapport à cela. L'action multisectorielle, le partenariat et la coopération solide entre les pays est indispensable. Cet effort entre États est extrêmement important. C'est dans ce cadre que Dr Tedros l'a dit, l'OMS a le système de surveillance et de suivi au niveau mondial. Et tout au début de la Covid, ce système a par exemple permis de détecter à temps des faux vaccins qui allaient être livrés dans des pays et a permis aux États de prendre des actions et prévenir cela. Cette action de coopération solide également en Afrique, nous avons un exemple concret. Pendant que nous sommes dans cette salle, les petits États insulaires pour le développement, ils sont 7 je crois, sont en réunion pour mettre en place un mécanisme d'achat groupé des médicaments répondant à leurs besoins et répondant également à leurs capacités, parce que c'est en mettant ensemble que nous pensons que cela donne la force. Alors, nous pensons que l'initiative de Lomé, en favorisant la promotion du partenariat et de la coopération entre les États, vise ces mêmes objectifs. Et c'est pour cela que je salue l'appel du chef de l'État hier, qui a invité beaucoup plus de pays à pouvoir prendre part à cette initiative de Lomé. Bien sûr, nous avons le rôle critique de l'Agence africaine des médicaments, et je pense que Madame la commissaire va aborder cela en long et en large, qui est aujourd'hui un besoin urgent, très important. Je pourrais me permettre de m'associer aux autres pour lancer l'appel pour que les 23 autres pays qui ne sont pas encore dans la mouvance puissent rapidement faire le pas. Et je pense que c'est cela qui va nous permettre, dans la coopération, dans cette action globale, vraiment va nous permettre d'avancer. Je vous remercie, docteur. Nous allons aborder les leviers d'action. Je vous propose d'entrer dans cette deuxième discussion, justement. Quels sont les leviers qui peuvent permettre de régler les problèmes? Si on peut me donner mes diapositives sur l'écran, s'il vous plaît. Alors, on a vu tout à l'heure que nous sommes dans une approche systémique. Un problème d'état de droit, un problème de sécurité, un problème d'économie de la santé, nous avons dit, et aussi, bien sûr, à la fin, un problème lié à la santé publique.
Une des grandes questions que tout le monde se pose, c'est par quel bout on prend ce problème, parce qu'il peut apparaître assez monstrueux finalement. Une analyse partagée nous fait penser qu'il faut d'abord une politique interministérielle, une action interministérielle au niveau des États pour que chaque département ministériel puisse se saisir de cette problématique. Parce qu'on voit bien qu'ici, on a besoin non seulement du ministère de la Santé, mais aussi du ministère de la Défense, de la Sécurité, du ministère des Finances pour les douanes, du ministère de la Justice pour le cadre normatif, élaborer une loi cadre, par exemple. Le ministère de l'Économie, s'il s'agit notamment de production pharmaceutique et d'économie de la santé. Et donc, il semble qu'il faille une grande conférence au niveau de chacun des pays pour pouvoir entrer dans cette action ministérielle. Deuxième levier d'action qui sort de l'analyse que nous avons conduite depuis le lancement de l'initiative de Lomé, c'est la nécessité d'une action concertée avec le secteur privé, bien évidemment, notamment le secteur pharmaceutique, les ordres professionnels de la pharmacie, de la médecine, et puis aussi la société civile, les ONG et les congrégations qui jouent un rôle important dans le système de santé en Afrique. Alors, il faudrait que nous puissions aborder cette question des leviers d'action. Docteur, vous souhaitez réagir ? Au risque de me répéter, comme je l'ai dit, il est extrêmement important dans ce cas d'agir d'abord au niveau national, comme je l'ai dit, et je pense qu'il y a un retard vraiment à rattraper de ce côté au niveau des agences nationales de régulation. Nous avons vu que lorsque la Covid est arrivée, des pays comme les États-Unis ont rapidement mis en avant ces agences qui ont pu prendre des décisions. Et au niveau européen, nous avons également l'Agence européenne des médicaments qui a pu rapidement être mise en action pour pouvoir prendre des décisions. Et de notre côté, malheureusement, au niveau des pays, nous n'avons pas pu avoir une telle action au niveau de l'ensemble de la plupart des pays africains. Donc, je voudrais vraiment insister sur cet aspect qui, pour moi, je pense, est extrêmement important. Alors, au niveau de des centrales d'achat des médicaments, comme vous le savez, Madame la ministre a abordé cette question. L'OMS travaille avec l'UNICEF et d'autres partenaires justement pour le renforcement des capacités dans toute la chaîne en matière de logistique, de formation pour renforcer les capacités. Et nous travaillons également avec d'autres partenaires tels que, bien sûr, l'Africa CDC pour apporter cet appui et cette formation, ce renforcement des capacités au niveau des États. Nous avons le système qu'il faut mettre en place, mais il faut également donner les capacités nécessaires aux hommes qui doivent faire fonctionner ce système-là. C'est pour cela qu'il faut aller, non seulement dans le cadre des formations, mais s'assurer que les mécanismes qui vont être mis en place ne sont pas, disons, des copier-coller, mais répondent aux réalités locales. L'action multisectorielle ne peut pas être imposée. Elle doit répondre au contexte local avec des difficultés. Nous avons des pays où les situations sécuritaires sont extrêmement un obstacle. C'est la priorité pour ces États-là et qui pourraient peut-être, alors qu'en même temps, ils ont besoin de médicaments. Donc, il faudrait qu'ils puissent avoir cette analyse locale, contextuelle, qui permette maintenant à chaque État de pouvoir mettre les priorités en place afin d'avoir le système qu'il faut. Merci, docteur. Est-ce qu'il y a des témoignages dans la salle, des délégations qui voudraient s'exprimer sur le sujet? Je vois que non. Alors, si ce n'est pas le cas, il semble qu'il y ait un consensus, peut-être, en réalité, sur l'ensemble de cette problématique. Je vois la délégation ghanéenne hocher de la tête pour signifier qu'il y a certainement un consensus. Madame la ministre, est-ce que vous souhaitez apporter des éléments complémentaires sur la question des leviers d'action? Alors, sur cette question, déjà, en interne, au niveau de nos pays, au-delà de renforcer les capacités de nos autorités de réglementation pharmaceutique, il y a un dialogue à mettre en place entre certaines administrations, notamment toutes celles qui gèrent
les portes d'entrée du territoire, donc la douane et également la police. Ce n'est pas évident d'arriver à se comprendre, mais il faut reconnaître que ces dernières années, avec la question des dégâts causés par les faux médicaments, la collaboration entre cette administration s'est améliorée et a permis de mieux centrer la lutte au niveau des portes d'entrée. Et au-delà maintenant, c'est vraiment la collaboration interpays, parce que chaque pays détient une somme d'informations, aussi bien sur des sources fiables que sur des trafiquants, et on gagnerait à les partager en fait. On gagnerait à avoir accès à des bases de données de fabricants, sachant que tout un travail a été fait en amont pour s'assurer de leur fiabilité, et permettrait de gagner du temps, surtout en temps de crise ou en temps d'urgence, de procéder à des achats le plus rapidement possible, parce qu'on a déjà la garantie de la qualité grâce à de l'information mise à disposition entre les pays. Je sais que l'OMS a piloté ce cadre d'échange entre pays, mais ce n'est pas institutionnalisé, ce n'est pas formalisé, et donc la question de l'AMA devrait permettre d'avancer sur ce sujet. Alors, on va rentrer dans la troisième partie de la discussion, justement avec le renforcement et l'harmonisation du cadre normatif. Si je peux avoir les diapos, s'il vous plaît. Et on va parler effectivement de l'AMA. Mais tout d'abord, de la loi type pharmaceutique de l'Union africaine. Une des questions est de savoir comment, bien sûr, la législation peut être renforcée au niveau national, mais comment elle peut être aussi harmonisée au niveau continental. Il se trouve que l'Union africaine, par le biais du NEPAD, a travaillé et a élaboré, il y a plusieurs années, une loi type pharmaceutique qui a déjà été adoptée par une vingtaine de pays. Alors parfois, on prend comme alibi le fait qu'il y aurait des systèmes juridiques différents, common law, civil law, selon que les pays sont francophones ou anglophones, mais en réalité, on voit que déjà des pays d'inspiration civil law ou common law ont adopté cette loi et la font fonctionner. Vous en trouverez la description dans la plaquette que nous vous avons donnée. Et ici, à l'écran, vous voyez apparaître dans la bulle verte une des premières conditions que crée cette loi type pharmaceutique, c'est la création d'une agence, d'une autorité supérieure qui permet justement de contrôler de façon indépendante la question des médicaments dans un pays. Et bien évidemment, tout ceci crée des conditions de contrôle. C'est à partir de la bulle rouge que vous voyez à l'écran. Est-ce que parmi les pays qui sont ici, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui avaient déjà adopté la loi type pharmaceutique de l'Union africaine? Ceux qui l'ont fait. Le Rwanda, qui est ici. Est-ce qu'il y a d'autres pays? Le Tchad. Y en a-t-il d'autres? Le Sénégal. Voilà, donc ça c'est le Bénin. Donc ce sont des conditions qui permettent déjà l'harmonisation et de rendre cohérent le système au niveau continental. Alors en ce qui nous concerne, avec l'initiative de Lomé, on s'appuie sur l'existant, et sur l'existant qui fonctionne. Il n'est pas question d'inventer des choses nouvelles si ce qui est proposé permet d'aller dans la bonne direction. Alors bien évidemment, on l'a beaucoup abordé depuis le début de cette rencontre, l'Agence africaine du médicament. Madame la commissaire, donc elle est créée, ou elle va l'être, puisqu'il y a assez de pays qui ont signé le traité. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette agence et de la manière dont l'Union africaine la voit fonctionner? Merci. Merci, monsieur le modérateur. Je souhaite d'abord faire un petit rappel historique de cette agence. Je ne reviendrai pas sur le bien fondé de l'agence parce que ce soit le directeur général de l'OMS, M. Kabouré et ceux qui ont intervenu ont parlé de la problématique des faux médicaments.
des faux médicaments avec les conséquences catastrophiques pour nos systèmes sanitaires. Et les chefs d'État et de gouvernement ayant pris conscience de cette situation ont décidé de mettre sur pied l'agence du médicament. Et c'est depuis 2015, bien avant, naturellement, la pandémie du coronavirus, eu égard à l'ampleur des faux médicaments, les ministres, le conseil exécutif de notre union a reconnu justement cette nécessité d'aller de l'avant, de lutter contre ces médicaments à travers le renforcement des capacités en matière de réglementation des produits médicaux en Afrique, d'harmoniser, comme vous l'avez dit, les systèmes de réglementation et surtout créer une agence du médicament, agence qui doit, au-delà de la réglementation, nous permettre d'aller de l'avant, on le disait dans l'autre panel, de pouvoir aussi produire sur le continent africain. Et en février 2019, les chefs d'État ont approuvé le traité qui crée cette agence. L'agence a fait son bout de chemin. C'est l'une des rares fois dans l'histoire de notre organisation. Nous avons un traité qui a été signé et en l'espace de quelques mois, on a pu avoir les ratifications nécessaires pour son entrée en vigueur. Aujourd'hui, nous sommes à 23 pays ayant ratifié, bien sûr. Nous n'avons pas encore la moitié des États membres, mais nous travaillons justement à ce que tous les États membres, je profite justement du micro, pour lancer un appel à ceux qui n'ont pas encore franchi le pas de le faire en signant et en ratifiant le traité de Lama. Il y va même de la santé et aussi du développement de notre continent africain. L'agence a été adoptée et nous avons aussi en vue on vise aussi nos communautés économiques régionales qui sont les piliers de notre organisation et nous ne pouvons pas travailler sans nos communautés économiques régionales qui doivent aussi apporter leur contribution au niveau de cette question. Et aussi, nous avons des organisations au niveau régional, je vois au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons l'OAS qui fait un excellent travail et nous allons continuer cette collaboration justement avec nos communautés économiques régionales. Vous avez parlé de la loi type. J'encourage aussi les États membres à aller de l'avant. On ne peut pas faire sans ça. Je constate, je crois avoir vu quelque part, on a 4 ou 5 pays seulement. Ce n'est pas suffisant. Ce sont des documents qui ne posent pas problème et tout est réglementé dans cette loi. Il faut que nous puissions nous en approprier et nous permettre d'aller de l'avant. Et si nous ne faisons pas cela, on va se retrouver toujours en train de nous plaindre. On aura notre agence, mais si nous n'harmonisons pas nos différentes législations, nous ne pourrons pas nous en sortir. C'est important que nous puissions aller dans cette dynamique. Les objectifs de l'agence sont... Je ne vous ennuierai pas avec tous les détails de cette agence, mais l'objectif principal, c'est de travailler avec l'ensemble des États membres. Il nous faut harmoniser les législations, il nous faut coopérer entre nous, il nous faut produire sur le continent africain des produits de qualité et on ne peut pas faire cela sans la coopération. En fait, les deux thèmes sont liés. Il faut aller vers cette intégration. L'intégration aussi concerne comment dirais-je, les produits pharmaceutiques. C'est à ce prix justement que nous pourrons soigner nos populations. Voilà un peu, je reviendrai s'il y a des questions sur les détails de l'agence, mais je tiens à dire que c'est une agence, c'est un projet phare du continent africain. On a le ministre du Rwanda avec nous. Le Rwanda a été désigné pour abriter sur la base de critères. On avait nos critères, on a fait une évaluation des pays. Nous avions 13 candidats.
9 ont pu être évalués sur la base de critères clairs. Moi-même, qui suis la commissaire, je n'ai pas participé au processus. C'est vous dire, on a voulu une agence qui soit vraiment digne de ce nom, avec des critères pour le pays qui doit abriter, et aussi travailler par la suite. La prochaine étape, après avoir eu le traité qui est entré en vigueur, la conférence des États partis pour désigner le pays qui doit abriter, et aussi le sommet de Lusaka. La prochaine étape, c'est d'organiser une conférence des États partis. Pourquoi faire? Parce qu'il nous faut aller de l'avant. Il faut opérationnaliser cette agence parce qu'il y a urgence en la matière. Et cette opérationnalisation passe par un conseil d'administration. Il nous faudra un conseil. Il nous faudra également des fonds. Et c'est en cela que je remercie le directeur général et d'autres partenaires aussi qui se sont engagés à nous accompagner en termes de financement. Et l'agence du médicament complète en fait ce que CDC Afrique fait. Nous travaillons ensemble. Vous nous avez vu, j'ai l'équipe de Africa CDC qui fait, l'équipe, le directeur intérimaire était là. Il a un collaborateur, le docteur Benjamin, qui est avec nous. Nous travaillons ensemble justement pour avoir les stratégies, les politiques qui seront mises en œuvre, et également aller à l'action. Et ces deux agences sanitaires de l'Union africaine se complètent. Ça se prie aussi qu'on pourra avoir l'indépendance, et nous comptons sur le soutien de l'ensemble des partenaires, en remerciant particulièrement l'OMS qui est un partenaire qui figure d'ailleurs dans le traité, parce qu'on aura une coopération, on ne peut pas faire, c'est l'organisation mère et nous devons coopérer avec elle, et elle le fait déjà. Merci. Merci beaucoup, Madame la Commissaire, toujours aussi passionnée, hein, on peut le constater. Docteur Ngamije, Monsieur le Ministre, le Rwanda va donc accueillir cette agence du médicament. Quelle est la vision que le Rwanda a pour l'installation de cette agence? Merci, Monsieur le modérateur. Je crois, comme la commissaire vient de le dire, le Rwanda fait partie des pays qui ont signé, qui ont ratifié ce traité de création de AMA. Et donc, de ce fait, nous avons aussi postulé pour abriter le siège de l'agence, et sur base des critères qui étaient mis en place, plus de 180 items pour lesquels il fallait offrir ou donner son offre, eh bien, le Rwanda a été retenu comme la meilleure offre avec plus de 83% de performance. Nous sommes donc disposés à donner notre contribution pour que cette agence soit opérationnelle, et nous allons respecter scrupuleusement le contenu de notre offre. Et pour ce faire, l'offre étant multisectorielle, il y a un comité en place qui travaille sur les préparatifs techniques pour que tout le contenu de notre offre soit prêt dès que l'Union africaine va venir au pays pour l'opérationnalisation. En tout cas, je peux vous assurer que nous serons prêts pour exécuter l'entièreté de notre offre. Qu'est-ce que nous pouvons prévoir comme date de démarrage de l'agence? J'en sais rien. Ça, c'est plutôt à la commissaire qui travaille sur les aspects préliminaires, si je dois être correct. Nous sommes disposés à exécuter ou à rendre opérationnelle l'agence. Dans notre offre, nous avons dit, aussitôt que tous les préalables sont terminés, c'est-à-dire la structure et les gens qui doivent animer cette organisation, cette agence, nous, dans un mois, on sera prêt à opérationnaliser la structure. Parce que les bâtiments, les équipements et même le laboratoire de notre Agence nationale des médicaments sera mis à la disposition de l'agence en attendant que l'agence construise son laboratoire à lui. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je reviens vers la salle. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions de l'une ou l'autre des délégations? Le Kenya. Kenya thanks the organizers. Le Kenya remercie les organisateurs pour cette manifestation au cours de laquelle nous traitons des sujets très importants, notamment l'importance de la technologie
et de lutter contre les médicaments de qualité inférieure. Il faudrait que le continent africain puisse exploiter la ZLECAf afin de faire en sorte que nous ayons des accords au niveau régional. Ainsi, une fois l'Agence africaine de médicaments mise en place, il serait plus facile pour cette structure de fonctionner. Il faudrait un suivi transfrontalier et nous devons mettre en place les mesures nécessaires pour nous assurer d'avoir une certaine visibilité sur ce qui se passe à nos frontières. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette contribution. Y a-t-il d'autres intervenants? Merci. Donc, je voudrais, à la suite de l'intervention de Madame la ministre... Il faut parler plus fort, plus près du micro, s'il vous plaît. Voilà. J'espère que vous m'entendez mieux. Donc, je voudrais vous remercier pour ces 3 panels très intéressants que nous avons suivis. Et je voudrais apporter juste un témoignage de ce que nous apportons comme contribution au sein de la CAM pour garantir donc que l'accès aux produits de santé de qualité pour nos populations est une réalité. Pendant la Covid, nous avons eu l'occasion, par exemple, de développer des sessions de formation au bénéfice des 22 centrales membres de la CAM, des 22 pays, qui nous ont permis de distinguer, de faire le tri entre les faux certificats, par exemple, des dispositifs médicaux, qui ont beaucoup circulé et qui n'ont pas permis à ce que des produits de qualité soient forcément disponibles dans nos pays. C'est une action clé que nous avons menée et nous avons pu aussi participer à l'initiative COVAX que l'OMS a mis en place, auquel nous avons participé. Et enfin, depuis la dernière Assemblée mondiale de la santé, en tenant compte des difficultés que nos centrales d'achat ont exprimées, nous avons développé et nous sommes en train de mettre en place le centre de formation et d'excellence de la CAM qui vise à renforcer les capacités des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Et les premiers modules de formation seront disponibles à partir du mois de décembre pour rassurer en fait l'ensemble des participants que nous sommes engagés auprès des acteurs tels que l'OMS, mais aussi à la disposition de nos ministères de tutelle pour faire en sorte que le médicament de qualité soit disponible et accessible pour toutes les populations. Merci. Je vous remercie pour cette intervention qui me fait penser que dans le cadre d'un pilote que nous devrions lancer ici au Togo d'ici la fin de l'année, nous pensons mettre en place un forum des solutions. Et on voit bien avec votre intervention que des solutions existent déjà et qu'en fait un grand exercice d'intelligence collective permettra sans doute de mutualiser l'ensemble de ces solutions qui pourront permettre de résoudre une partie des problèmes. Et je vois que des collègues du Togo ont levé leurs panneaux et ils sont dans notre département que le ministre de la Santé, ils vont nous dire qui ils sont. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Et je voudrais, à la suite de l'intervention de Madame la ministre, qui a insisté sur les autres aspects, je voulais revenir sur un aspect de la lutte quand même qui me paraît assez important. C'est ce que nous devons faire à l'endroit de nos populations. Vous savez qu'une des vulnérabilités de nos systèmes qui font justement le lit du développement de ces circuits illicites et de ces faux médicaments dans nos pays, c'est le manque d'information et la tromperie des fois que développent ces acteurs vis-à-vis des populations. Dans le domaine des faux médicaments, il y a aussi ce que nous avons évoqué ce matin dans le domaine de la Covid, une infodémie importante contre laquelle aussi il faut lutter. Et il serait important d'inscrire également cet aspect-là dans nos stratégies pour lutter efficacement contre ce phénomène dans nos pays. Faire en sorte que nos populations se détournent du système et surtout faire la barrière à tout ce qui est communiqué faussement vers ces populations. Ensuite, par rapport à l'agence,
africaine du médicament, qui est une initiative qui est dans la réalité aujourd'hui. Il y a une attente aussi, c'est de faire en sorte que cette agence nous permette de renforcer aussi les questions de disponibilité du médicament. Tout à l'heure, dans le commentaire d'un des panélistes, il parlait de l'avancée de l'Amérique et de l'Europe sur nos pays par rapport à, je dirais, à la sécurité et aussi à tout ce que nous pouvons faire pour renforcer la confiance de nos populations. Que ce soit l'agence américaine ou l'agence européenne, ils ont tout de suite mobilisé leurs experts pour valider les vaccins. En Afrique, quand nous communiquions, nos populations nous demandaient sur quelle base nous voulons leur dire que ces vaccins sont efficaces, parce que nous n'avons pas en face ce type d'organes. Nous n'avions pas à l'époque ce type d'organes qui pourrait coopérer avec ces organes à l'international pour rassurer nos populations. Et un autre aspect, c'est de permettre demain l'enregistrement régional, peut-être même au niveau africain, de certains médicaments orphelins dont nous parlions ce matin, l'hydroxyurée par exemple, dont l'accessibilité est difficile en Afrique. C'est dû tout simplement au fait que les laboratoires ne les enregistrent pas dans tous nos pays avec des petits marchés. Voilà un peu un des aspects qu'il faudrait regarder quand nous avons aujourd'hui cet outil à disposition. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il encore une demande d'intervention? Le Tchad. Ok, merci. Merci pour la parole donnée. Donc, avant de poser ma question, permettez-moi de remercier Madame la ministre du Togo pour cette présentation très claire et nette qu'elle vient de faire en matière de l'approvisionnement en médicaments. Et également de féliciter Madame la commissaire à l'Union africaine pour le rappel concernant l'Agence africaine de médicaments qui est mise en place pour nous permettre au niveau de l'Afrique d'assurer la disponibilité des médicaments dans notre pays pour permettre à nos populations d'avoir confiance en nous. Donc, en ce qui concerne la pilulation des faux médicaments, effectivement, au niveau du Tchad, nous également, on a mis en place un système de collaboration avec les services de douane, la police, pour le contrôle des produits qui entrent sur le territoire national. Et effectivement, comme le Kenya vient de le dire, au niveau des frontières, il y a un sérieux problème. Donc, au niveau de l'Afrique, nous devons collaborer pour faciliter ce contrôle et qui facilite vraiment l'entrée de ces faux médicaments dans nos pays. Et quant à l'importation des produits au niveau national, nous également, on insiste pour tous ceux qui commandent des produits, que ce soit les grossistes ou bien les ONG qui appuient le ministère de la Santé, on insiste pour que toute commande passe par la direction de la pharmacie et que sans autorisation d'importer, on ne fait pas entrer un produit. Et ce système marche, mais malheureusement, il y a toujours les trafiquants qui s'infiltrent. Et c'est là où nous, on essaie de redoubler d'efforts pour qu'on puisse arriver à mettre en place des produits de bonne qualité pour la population. Et je voudrais également rappeler à chacun de nos pays d'être très, très prudent et surtout très regardant sur le marketing en matière de médicaments parce qu'il y a assez d'infiltration. C'est vrai qu'on avait des délégués médicaux et autres qui viennent faire la publicité des produits et pour permettre au pays de les enregistrer et de mettre à la disposition de la population. Mais on se rend compte que de plus en plus, il y a des trafiquants qui infiltrent également
disons, la famille des délégués, et c'est eux qui déroutent la population avec des faux produits. Et ça aussi, c'est un réel problème. Donc moi, je me dis que entre pharmaciens, producteurs pharmaceutiques, il y a du chemin à faire et il faudra qu'on multiplie les rencontres, les conférences et autres pour nous permettre d'avoir le même langage et de lutter contre ces faux produits. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. There is a request for speaking from Gambia. Je pense que la Gambie souhaite intervenir. Vous avez la parole. Merci infiniment, Monsieur le modérateur. Nous remercions les panélistes pour leurs interventions. La question des médicaments, de la fourniture des médicaments et des produits médicaux falsifiés est une question hautement importante. Malheureusement, nous n'avons pas pu contribuer comme nous l'aurions souhaité au cours de la session précédente. Nous ne sommes pas sans savoir que si nous n'avons pas un bon système de fourniture de médicaments pour faire face aux médicaments, aux maladies, pardon, qu'il s'agisse des maladies non transmissibles ou d'autres maladies, nous n'arriverons à rien. Cela constitue un défi important. En Gambie, cette année, nous avons essayé, tant bien que mal, de lancer un appel d'offres. Nous avons obtenu un vainqueur et nous attendons maintenant que les produits médicaux soient fournis, soient livrés, mais les fournisseurs nous ont fait part d'une montagne d'obstacles, du canal de Suez qui a été bloqué et de beaucoup d'autres excuses qui empêchent l'arrivée de ces produits sur le terrain. Cela constitue un réel problème parce que nous lançons des appels d'offres, mais nous n'obtenons pas gain de cause. Je pense que nous avons environ 200 ou 400 entreprises qui sont dans la fabrication de médicaments en Afrique. Alors pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas travailler ensemble, joindre nos efforts afin d'obtenir des résultats? Les structures impliqués dans la fabrication de médicaments ne peuvent pas le faire seuls. Il faudrait que l'Union africaine et les autres institutions puissent servir de lien entre les différentes institutions, entre les différentes entreprises, afin de faciliter la fabrication de médicaments. Nous avons des pays qui sont bien plus petits que les nôtres, mais dont nous dépendons en matière de fourniture de produits médicaux. Alors, il en va de même pour la question des médicaments falsifiés de qualité inférieure. Je suis certain qu'il serait plus facile pour nous d'effectuer un suivi si nous fabriquions nous-mêmes les médicaments. Alors, si l'AMA, l'Agence africaine de médicaments, est mise en service, eh bien, je crois que cela nous aiderait à répondre aux questions qui se posent, à répondre aux problèmes des médicaments falsifiés. Et l'utilisation de médicaments de qualité inférieure est plus dangereuse que la consommation de drogue, de cocaïne par exemple, parce que ceux qui consomment la cocaïne savent qu'il s'agit de la cocaïne, tandis que ceux qui utilisent ces produits médicaux de qualité inférieure ne savent pas qu'il s'agit de produits dangereux et nocifs pour la santé. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'appui de l'OMS, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités des pays. Il y a la question des rapports qui stagnent. Je pense que nous devons
changer de fusil d'épaule et exploiter les avantages que chacun a à offrir. Nous devons essayer de faire le point sur les points forts des différents pays afin de combiner ces avantages et d'atteindre nos objectifs. Je vous remercie. Nous vous remercions pour cette contribution. Cet événement. Merci, Monsieur le modérateur. Nous demandons la parole à la suite de toutes les brillantes interventions qui nous ont précédées, juste pour donner un peu plus de précision sur le dispositif national de lutte contre les différents trafics illicites et également qui se charge de combattre le trafic illicite des médicaments falsifiés et de qualité inférieure au Togo. Ce dispositif s'articule autour de deux structures qui sont le Comité national antidrogue et l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment. Le CNAD, le Comité national antidrogue, est une structure interministérielle qui travaille étroitement avec plusieurs ministères, mais aussi les associations et autres ONG, et agit sur le volet réduction de la demande, alors que l'Office central agit principalement sur la réduction de l'offre, c'est-à-dire la répression. Et dans ces actions, est en liaison étroite avec beaucoup d'autres ministères, notamment le ministère de l'économie et des finances pour ce qui concerne la douane, le ministère des armées pour ce qui concerne la coordination de la lutte avec les autres unités des forces armées togolaises, le ministère de l'environnement et des ressources forestières pour la coordination de l'action avec les agents des eaux et forêts. Et je ne pourrais pas finir de les citer, mais je cite et je tiens à citer ici la direction de la pharmacie et des médicaments du ministère de la Santé, avec qui nous travaillons également étroitement. Et nos structures sont basées aux différents ports d'entrée du territoire, que ce soit la chaîne logistique maritime au port autonome de Lomé, l'aéroport, mais aussi les frontières terrestres. Et les saisies sont importantes. Ce dispositif a permis, par exemple, pour l'année 2021, de saisir près de 70 tonnes et d'interpeller et traduire devant la justice une dizaine de personnes impliquées. Et donc, cette action, au plan national, cette coordination se charge aussi de jouer le rôle d'interface avec les structures sœurs des autres pays de la sous-région. Et nous avons beaucoup de plateformes où nous échangeons en temps réel. Cette collaboration a besoin d'être appuyée d'abord en expertise pour connaître, pour savoir bien distinguer les différents médicaments contrefaits de qualité inférieure, mais aussi du mode opératoire, des modes opératoires qui ne cessent d'être développés par les trafiquants pour essayer de contourner les dispositifs de lutte. Et nous nous réjouissons d'avoir entendu dans vos propos qu'il y aura donc dans les prochains mois une rencontre qui va vraiment accentuer cette collaboration-là et l'améliorer pour de meilleurs résultats. Merci. Je vous remercie. Alors, je vais me retourner vers les panélistes pour vous demander un mot-clé pour conclure, si vous le voulez bien. Il semble qu'il y ait plusieurs mots-clés comme ça qui soient apparus dans cette conversation, comme mutualisation, par exemple, cohérence,
Madame la ministre, est-ce qu'il y a un mot-clé ou deux mots-clés que vous souhaiteriez nous donner en termes de conclusion? Merci. Je maintiens le courage pour que nos États acceptent de mettre ensemble les énergies, que nous puissions partager des bases de données sur des sources fiables de médicaments de qualité et que nous puissions aller à des achats groupés. Merci. Je vous remercie. Monsieur le directeur, docteur Kaboré. Moi, je parlerai de l'action multisectorielle. Beaucoup de délégués qui ont intervenu, que ce soit les sources, les frontières qui sont poreuses, et même qui contribuent à la résistance aux antimicrobiens, c'est un point extrêmement important qui a été soulevé. Je pense qu'il nous faut cette action multisectorielle bien structurée qui puisse contribuer à cela. Je vous remercie. Madame la commissaire. Merci beaucoup. Vous avez demandé quand est-ce que l'agence sera opérationnelle. Nous travaillons là-dessus. Très prochainement, on aura la conférence des États partis pour décider de la suite. On a le secrétariat, on a les organes, il nous faut le budget, on a une procédure interne et nous sommes en train d'accélérer. Le ministre a parlé d'un accord pour accueillir. L'accord est prêt. Ils ont déjà eu le projet. Nous allons travailler là-dessus. Et aussi dire aux uns aux autres, on a pris bonne note de vos observations. Je suggère que chacun puisse télécharger le traité de Hamas sur notre site. Tout est prévu et c'est ensemble que nous pourrons justement mettre fin à la problématique des faux médicaments. La dame du Kenya a parlé de la ZLECAf. Nous travaillons avec le secrétariat de la ZLECAf. J'ai déjà eu une réunion parce qu'on se retrouve dans une difficulté. La libre circulation des personnes et des biens que nous encourageons et ces personnes aussi circulent avec les faux médicaments. Il faut trouver le juste milieu. Nous travaillons là-dessus et pour trouver des solutions. La question de financement, enregistrement des médicaments et les frontières poreuses et remercier la CAM pour ce qui est en train d'être fait et aussi former des gens, cela est important. Voilà un peu les commentaires que je peux faire en remerciant l'ensemble des participants et surtout les partenaires qui nous accompagnent dans ce noble travail, l'agence, pour nous permettre de mettre fin ou en tout cas diminuer les faux médicaments sur le continent. Merci. Je vous remercie, Madame la Commissaire. Monsieur le Ministre. Le mot-clé, c'est qu'un vide juridique vient d'être comblé avec ce traité qui est déjà ratifié par un bon nombre de pays, quand bien même il y a encore d'autres qui sont invités à pouvoir le ratifier. C'est un outil juridique contraignant et donc plus il est ratifié par plusieurs pays, mieux vaut parce que ça va nous amener à arrêter la circulation de ces faux médicaments dans la mesure où tout le monde sera contraint à pouvoir respecter les engagements qu'il aura pris en ratifiant ce traité. Le Rwanda est donc disponible encore et il est honoré de la confiance qui lui a été faite à pouvoir mettre en place et rendre fonctionnelle cette agence. Merci. Madame la Commissaire a invité chacun et chacune à télécharger le traité. Tant que vous êtes sur le site Internet de l'Union africaine, je vous invite aussi à télécharger le modèle de loi pharmaceutique qui est aussi extrêmement utile à lire. Monsieur le directeur, comment? C'est dans le traité. Oui, tout à fait, ça va ensemble. Voilà, les objectifs, ça figure en dernière position. Il faut que chacun aussi adopte cette loi type. Merci. Merci. Monsieur le directeur général, je crois que tout le monde aura apprécié à la fois votre disponibilité immense et à l'heure qu'il est votre patience, puisque vous allez quitter Lomé dans 2 ou 3 heures pour rejoindre Paris et Genève. Avant de nous quitter, un mot de conclusion. Je pense que j'ai beaucoup dit et je vais vous donner un message clé. Et mon message clé est l'engagement politique de nos leaders, parce que s'il y a un engagement politique vrai, on pourrait
partager les informations, investir de l'argent, mobiliser l'accompagnement international et national nécessaire. Si on peut renforcer les capacités, je pense que cela va nous aider. C'est la raison pour laquelle je mets l'accent sur l'engagement politique. J'espère que nous comprenons la gravité du problème auquel nous faisons face, c'est-à-dire le problème des médicaments falsifiés et de qualité inférieure. C'est le problème important et je pense que seul l'engagement politique pourrait nous aider à résoudre ce problème. Je vous remercie infiniment. Merci de m'avoir invité. Merci de votre leadership. Le dernier engagement sur lequel j'aimerais mettre le point est à l'endroit de l'Agence africaine du médicament. Bien sûr, nous fournissons l'accompagnement financier et technique, mais j'aimerais vous dire que nous allons faire de notre mieux pour aider cette agence à être mise sur pied le plus tôt possible parce que c'est une agence importante. Vous avez l'appui total de l'OMS, Madame la commissaire, Madame la ministre, mon frère Daniel, je vous remercie infiniment. Directeur TEDOS, on dit souvent que vouloir, c'est pouvoir et nous pensons que tout le monde trouvera la volonté pour partager ces bonnes pratiques. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cet événement. Le ministère de la Santé du Togo nous invite pour un rafraîchissement à l'extérieur et vous êtes tous conviés à ce moment de partage et de bonheur. Sur ce, je vous remercie infiniment. Je vous remercie, monsieur le modérateur. So